On va enchaîner sur la restitution des travaux. Je vous présente Mihaela Bokouriou, qui est la présidente de l'association de parents d'élèves du lycée français de Bruxelles, qui va présenter un bref résumé de la table ronde des parents qui a été filmée, donc qui va être rediffusée un peu plus tard. Mais voilà, juste les éléments clés. Il y a eu 4 axes de discussion et des échanges très enrichissants, très animés et à refaire. La conclusion principale du premier point, c'était aussi d'identifier chez un enfant différent quelles sont ses ressources et quelles sont ses fragilités et essayer ensemble d'obtenir de l'aide telle qu'il existe et de le valoriser un maximum. Le deuxième point, c'était l'environnement social. La famille, comme ça a été discuté pendant 2 jours, a un rôle primordial. Et aussi, ça a été exprimé le fait que parfois, il y a la famille qui peut ressentir des sentiments différents par rapport à un parent dont l'enfant n'est pas différent. Mais la conclusion, c'était, et je cite, le plaisir, comment on peut savoir qu'un élève différent a un environnement social adéquat à son épanouissement au milieu scolaire, c'est, je cite, on peut le voir dans le plaisir de vivre des parents. Donc c'est très important de créer ce cadre, disons, à l'aise, en complément du cadre que l'école essaye de faire pendant sa présence à l'école. Le troisième point, c'était la gestion de devoirs. Parce que tout passe, c'est aussi un point qui a été discuté aussi à l'atelier ce matin. Les conclusions, un devoir limité dans le temps, un devoir qu'il peut faire en autonomie et une sorte de contrat entre les professeurs et le parent. Et bien évidemment, encore une fois, à ce troisième point, les échanges montrent que le dialogue permanent entre les divers intervenants est essentiel. Le quatrième point, c'était l'accompagnement des parents via le soutien qu'une association de parents pourrait apporter. Et le soutien peut avoir plusieurs facettes. Soit c'est un soutien financier, par exemple, comme à Londres, pour fundraising, pour aider en fait pour l'établissement d'un bilan. Soit par diverses formes d'animation, et on en a eu la confirmation aujourd'hui. Mais la conclusion, parce qu'on est dans les conclusions, c'était surtout d'essayer de modifier notre regard et de voir le verre à moitié plein. En partant du verre à moitié plein, la conclusion générale de cet atelier, c'était comment on peut ensemble remplir le verre. Et c'est ça le défi de tout le monde. Les expériences sont diverses. Prenons de chacun la bonne expérience et surtout, gardons aussi l'esprit qu'est-ce que nous, on sème aujourd'hui, on va cultiver demain. Merci beaucoup. Donc, Jean-Christophe Maignan, directeur primaire du lycée français de Barcelone, va présenter l'atelier école primaire. Bonjour. Alors, tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des participants à l'atelier, les enseignants qui ont vraiment joué le jeu. Ça a été un atelier extrêmement riche dans lequel il y a eu beaucoup d'échanges et dans lequel, effectivement, les enseignants sont allés très, très loin dans leurs réflexions, dans les dilemmes qu'ils rencontrent en classe. Et donc l'atelier a été véritablement l'expression de leurs dilemmes, de ces déséquilibres dans lesquels ils sont perpétuellement et vis-à-vis desquels ils réfléchissent, tant bien que mal, au quotidien, en équipe ou tout seul, avec les moyens qu'ils ont ou avec les aides qu'ils se trouvent. Voilà. Et pour commencer l'atelier, on s'est appuyé sur la reprise de ces dilemmes. Choisir entre égalité et équité. Si je dis choisir, c'est parce que aujourd'hui, les enseignants se posent la question,
et ils essayent de trouver une voie médiane entre tout ça. Se centrer sur l'élève ou sur les savoirs, aider ou déléguer l'aide, agir de manière informelle ou trouver des choses formelles, collaborer ou imposer, le dilemme de l'évaluation, la répartition de l'attention entre les élèves à besoins particuliers et le reste du groupe classe. L'objectif de l'atelier, c'était vraiment d'engager le processus de changement de regard, avec la conviction qu'effectivement, un début de changement engendre un début de changement d'attitude, et ces petites choses du quotidien font qu'effectivement, on passe à quelque chose de différent et d'autre. Je vais sortir une phrase qu'on retrouvera plus loin. Passer de l'inclusion d'un élève à la classe inclusive. Voilà. Je vais rapidement, en fait, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont passé derrière moi, je vais surfer sur les mots qui sont en gras. On va commencer par les freins, c'est-à-dire un état des lieux de ce qui gêne les enseignants, en tout cas, des questions qu'ils se posent et sur lesquelles, bon gré mal gré, on essaie de trouver des solutions. L'évaluation, qui pose tout le temps un dilemme en disant est-ce qu'on évalue pareil tout le monde, et dans ce cas-là, le rapport à la norme. L'ambition de la réussite. Quand les élèves sont dans les classes, on a tous les enseignants ont une ambition pour les élèves, et les élèves, peut-être, peuvent pas répondre à cette ambition-là, en tout cas n'y accéderont pas. Les parents également, qui ont une ambition particulière, une relation particulière, une attente particulière vis-à-vis de l'école et vis-à-vis de leur enfant. Tout ça créant de la frustration, créant effectivement des difficultés de communication sur lesquelles il va falloir aussi travailler. On y reviendra plusieurs fois sur la connaissance des difficultés et des troubles des élèves, qui font qu'effectivement, un des freins, c'est aussi la rencontre avec les partenaires, avec les gens qui peuvent éclairer les enseignants, sachant que, et moi je m'efforcerai dans mon métier au quotidien de le dire, les enseignants doivent se sentir professionnels de la classe, doivent se sentir professionnels de tous les élèves de la classe, avec les moyens qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent. Et parfois, la prise en charge de tous, quelles que soient leurs difficultés, installe l'enseignant en difficulté par rapport à son sentiment de réussite professionnelle. On est allé ensuite un peu plus loin, puisqu'en fait, on s'est posé aussi la question du regard posé sur l'enfant par tout un tas de choses. Même si effectivement l'enseignant s'adapte, il y a plein de choses qui font qu'effectivement le regard peut être biaisé, complexe, difficile, et qui peut effectivement entraîner des difficultés concernant la fluidité de son parcours. Sachant qu'effectivement, l'intervention ou de M. Trintignac ou de M. Innocenti, qui était à ce moment-là dans mon atelier, dont je remercie la participation également, ont été de dépasser certains clivages et d'envisager l'élève dans un parcours plus fluide vers un avenir professionnel, bien au-delà d'un avenir strictement scolaire. Vous voyez que là aussi, on a appréhendé la difficulté de lâcher prise. C'est véritablement une difficulté très prenante, très exprimée des enseignants qui disent, voilà, je lâche quoi pour aller vers quoi ? C'est une vraie zone de déséquilibre dans lequel je pense, pour le coup, et là j'ai écouté en me prenant ça pour moi, en me disant comment moi, équipe de direction, je fais pour permettre un peu de confiance, un peu plus de confiance dans cette démarche de lâcher prise qui, semble-t-il, est indispensable aux enseignants. La question aussi de la prise en charge, de l'attention portée aux élèves. Je focalise mon attention sur les élèves en grande difficulté, pensant qu'il y a ceux qui peuvent marcher tout seuls, et puis il y a cette zone au milieu. Ceux-là, je leur offre quoi ? Et c'est aussi un dilemme chez les enseignants qui, effectivement, voilà. On trouve aussi des difficultés qu'on entend plus régulièrement et sur lesquelles, effectivement, j'ai tenu à les exprimer quand même. Le nombre d'élèves, la disponibilité de l'enseignant, l'aménagement du matériel, la conception très administrative de la classe sur une gestion très quotidienne avec des emplois du temps, avec tout ça qui sont des blocages au lâcher prise. Voilà. La difficulté aussi de rapprocher la manière dont on envisage la réussite de l'enfant entre les différents acteurs.
qui est une pierre qui est posée sur le travail en collaboration, en concertation, dans l'échange avec l'ensemble des partenaires, pour qu'il y ait vraiment une sorte de mouvement coéducatif entre nous tous. On en vient à ce que je ai déjà dit, le sentiment d'échec et d'incapacité, de frustration chez l'enseignant, mais aussi chez les parents, qu'on retrouve parfois. Ce sentiment qu'effectivement, cet enfant qui est là à l'école ne répondra pas à nos rêves, tout ce mouvement-là qu'il va falloir, et que l'école, moi je pense, doit accompagner en gardant perpétuellement la porte ouverte à l'écoute des parents. C'est ça la coéducation, c'est ça faire le chemin de cet enfant-là, de ces enfants-là ensemble. Je crois aussi que, et ça a été exprimé, qu'effectivement notre image d'établissement d'excellence, elle doit aussi se porter sur la prise en charge de tous les élèves, sur les prises en charge différentes de tous les élèves. J'imagine, je pense, je suis convaincu qu'on a une excellence à exprimer autour de ça. Les pratiques de classe ont été abordées aussi comme freins et difficultés pour accéder effectivement à ce que j'ai utilisé comme phrase pratiquement de conclusion sur voilà, la différence entre inclure un élève et puis conduire une classe de manière inclusive. C'est véritablement ce glissement-là, c'est le changement de regard qui doit s'opérer ici, sachant qu'effectivement, il y a entendu qu'il faut que certains paramètres soient remis à leur juste place, que peut-être le nombre ou l'organisation matérielle n'est peut-être pas prédominante, mais que peut-être il faut regarder nos établissements avec un regard un petit peu plus juste et que peut-être la difficulté, elle est dans l'intégration, en tout cas la possibilité d'intégrer les variables linguistiques et les variables culturelles dans nos classes. Voilà. Et puis dégager les enseignants de du sentiment qu'il faut qu'ils soient spécialistes de tout et de tout le monde, mais pour qu'ils restent des généralistes et des vrais spécialistes de leur classe. La deuxième partie a été concernant les leviers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on arrive à faire petit à petit, tranquillement, doucement. Parmi ces leviers, il y en a qui sont parfois mis en avant, parfois pas encore, parfois c'est l'expression d'un enseignant. Voilà. Il y a du travail sur la disposition de la classe, sur le développement de l'horizontalité, c'est-à-dire que je travaille plus du maître vers les élèves, mais des élèves vers le maître ou des élèves vers les élèves. Changer effectivement ces paradigmes-là. Travailler sur les contextes, puisque M. Lachaud, qui était présent dans nos ateliers, nous a éclairé rapidement, certes, sur le fait qu'effectivement les apprentissages, comme l'émotion, comme l'affectif, étaient en lien avec un contexte et que peut-être, en revenant sur les contextes, on permettait aux élèves d'effectivement d'être plus attentifs, en tout cas, voilà. Il y a aussi l'évaluation positive qu'il faut effectivement, qui nous permet aussi ce changement de regard, ce déplacement de l'enseignant qui, plutôt que de mesurer là où j'ai des erreurs, va mesurer ce que je sais faire. Voilà, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Il est à discuter tant dans la pratique quotidienne que dans la restitution aux parents. Mais voilà, il faut poursuivre la réflexion. Le numérique a été longuement abordé puisque Zurich nous a fait part de leur expérience, mais aussi de leur questionnement. Et ça aussi, je les remercie puisque de manière très tranquille et très transparente, on a pu discuter tant des bienfaits que du questionnement et du travail qu'il y avait encore à faire autour de ce levier-là. Il y a aussi effectivement le travail en équipe et en concertation, dont tout le monde s'accorde qu'effectivement, il nous faudrait plus de temps, il nous faudrait rencontrer plus de gens, et que là aussi, je pense que le travail en équipe, c'est du ressort des directions, et que c'est à moi de trouver peut-être des formats différents, de mettre mon équipe au travail, certainement. Il y a de multiples dispositifs qui doivent alimenter les projets individualisés des élèves. Tout d'abord, les dispositifs institutionnels qui doivent soulager la tâche des enseignants, leur permettre de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires pour que tout le monde écrive des choses, les signe, sa tâche, repère leurs tâches et travaille autour de ça.
On a mis en avant aussi, nous, à Barcelone, les co-interventions, puisque notre organisation pédagogique nous permet cette co-intervention et qui sont certainement à mieux réfléchir, mieux travailler, certainement mieux cibler selon les élèves. Voilà. Et M. Lachaud a poursuivi son intervention sur l'attention des élèves et sur le fait qu'effectivement, il fallait travailler dans plusieurs directions et certainement la métacognition, c'est-à-dire apprendre aux élèves à se regarder, à diviser les tâches, à faire en sorte qu'effectivement, il sache où il va dans les tâches à effectuer, mais qu'il ait aussi un regard réflexif. Voilà, ces interventions étaient particulièrement appréciées. Cependant, il a levé effectivement des zones de questionnement sur lesquelles il va falloir qu'on retravaille. La dernière partie était sur effectivement des ressources qui sont aujourd'hui pas encore suffisamment travaillées et sur lesquelles il faut vraiment qu'on se penche. L'agencement des classes, le choix des apprentissages, le savoir ou l'élève. Est-ce qu'effectivement des élèves ont des vrais... Est-ce qu'il ne faut pas faire le choix des apprentissages moins scolaires, plus de l'ordre de la vie scolaire, plus de l'ordre du savoir-être, plus de l'ordre de choses comme ça, pour lui permettre effectivement d'avoir un parcours dans lequel il s'épanouit personnellement, complètement, et dans lequel, bien évidemment, les apprentissages scolaires viendront. Avoir un éclairage aussi plus précis, certainement, sur des dispositifs pédagogiques alternatifs, les classes coopératives. Il y a aussi des programmes qui travaillent sur l'attention et sur l'attention des élèves, vous les voyez. Et puis certainement quelqu'un qui pourrait, dans des établissements, être une espèce de référent, une espèce de ressource dans lequel les équipes pourraient tranquillement se retourner vers elles pour avoir un éclairage sur des dispositifs ou avoir un éclairage sur des formations ou permettre des rencontres, ou voilà, quelqu'un qui serait un lieu de rencontre au milieu des équipes, sans faire le travail, mais permettre de se poser, de réfléchir, d'avancer. Je vais finir là-dessus, sur véritablement le déplacement des petits gestes du quotidien qui vont tout faire et tout changer dans l'approche des élèves, qui vont faire qu'effectivement, ils se sentiront tous entendus, écoutés, accompagnés comme ils en ont besoin. Merci. Merci Jean-Christophe. On va passer avec Émilie Vermersch, proviseure adjointe du lycée français de Barcelone, et Elisabeth Guiboribo, CPE lycée, et sur l'atelier secondaire numéro 1. Et Nouria... vous faites ensemble, ok. Et Nouria Fajas, CPE collège, et Renaud Lebert, qui est professeur au lycée. Voilà. Oui, on a eu beaucoup de succès pour ce colloque. On a réussi à créer 2 ateliers dans le secondaire. Au début, on se demandait si on allait réussir à en remplir un. Et puis, ma foi, on en a rempli 2. Donc, on est très, très, très contents. Ces ateliers ont été des grands moments d'échange. Ils ont été riches de la part des expériences parce qu'il y avait eu divers établissements français de l'étranger qui étaient représentés. Donc, ça allait de Valence à Bruxelles, Sydney, Madrid, Malaga, Zurich, Singapour, Édimbourg, Barcelone. Bref, un petit tour du monde. Et c'était aussi riche parce qu'il y avait divers types de professionnels de l'éducation. À savoir qu'il y avait un médecin scolaire, mais aussi le psychologue scolaire pour les établissements qui ont la chance d'en avoir. Il y avait aussi des proviseurs adjoints, des professeurs, des assistants d'éducation. Bref, on était tous autour. Et autour de cette table, il y avait aussi les CPE. C'est pour ça que ce sont elles qui vont restituer les ateliers des professeurs. Les CPE qui ont un grand rôle à jouer dans les compétences sociales, car l'élève, on a beaucoup parlé de l'élève au sein de la classe, mais il y a aussi l'élève au sein de l'établissement, faire qu'il soit acteur
de l'établissement. Et on a beaucoup de chance avec nos 2 CPE parce qu'elles mettent tout en œuvre pour qu'ils puissent participer à tout ce qu'on propose dans notre établissement comme les autres élèves. Alors avec leurs différences, mais comme tous. Donc c'est vrai que là, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses, comme quoi hein, le primaire et le secondaire ne sont pas si séparés que cela, parce que vous verrez beaucoup de freins, de leviers, et les mêmes types de demandes dans les ressources vont être proposées. Alors, nous, dans notre groupe, nous avons donc évoqué le désarroi et la frustration des enseignants, en fait, de ne pas pouvoir concilier l'aide personnalisée aux élèves qui ont des besoins particuliers et avec les exigences du programme. Dans des classes où nous avons donc plus de 30 élèves par classe. Hein. Ensuite, a été évoquée également la solitude de l'enseignant pour mettre en place des adaptations pédagogiques demandées. Et aussi dans nos établissements français à l'étranger, donc la pression familiale qui vise l'excellence scolaire et une belle réussite aux examens. Également, alors au collège, ça avait été évoqué hier matin, donc c'est vrai qu'au collège, l'élève qui vient de primaire est obligé, il passe d'un seul référent à plusieurs professeurs qui ont des exigences différentes, ce qui complique la tâche. Également, pour les élèves à besoins particuliers, eh bien, ces élèves, ils empilent les aides. Hein, ils ont des aides à la maison. On additionne des heures dans les emplois du temps, ce qui suscite une fatigue chez ces élèves et parfois, ça les mène à la démotivation. On a également souligné donc, l'attention entre une équité et une égalité chez les enseignants et entre les élèves. Ce qui veut dire que, par exemple, ça peut créer une tension entre 2 élèves. Je ne sais pas, un élève qui a 10 à un examen et un autre qui a 10 parce qu'il a eu un barème adapté, ça peut être source de conflit. Alors, les leviers. On préconise donc un meilleur repérage en début d'année des élèves à besoins particuliers. Donc effectivement, malgré nos diversités, on n'est pas tous lotis de la même façon dans les établissements français. Des pratiques pédagogiques innovantes, donc merci aux collègues donc, de Bruxelles, Madrid également, de Sydney, avec donc leurs pratiques innovantes telles que le dispositif, le parcours Yes We Can en anglais pour les élèves de 4e et 3e. Donc voilà, d'essayer de mutualiser des choses qui marchent, qui fonctionnent et de pouvoir en faire bénéficier les collègues. Alors cela existe et ça marche. On a évoqué l'accompagnement personnalisé sur des élèves. Donc par exemple, les élèves excellents sont dans un groupe qui vise l'excellence. Des élèves qui ont besoin d'un peu plus de temps sont regroupés sur un autre créneau, sur un autre groupe. Et les élèves qui sont un peu plus en difficulté sont dans un autre groupe. Et le passage est possible d'un groupe à l'autre. Ce n'est pas un groupe figé. Et cela fonctionne. Oui. Même chose, quand on a des élèves donc, à besoins particuliers, on a certaines préconisations quand on est enseignant, à savoir répéter les consignes, verbaliser les consignes. Donc, pourquoi ne pas en faire profiter toute la classe et se dire, bon ben voilà, attention, cette question-là, je la lis à l'oral. En fait, ça ne stigmatise pas l'élève qui a un besoin particulier, mais on en fait profiter toute la classe.
Ensuite, ce qui se fait et ce qui est en voie aussi d'être amélioré, c'est faciliter donc les procédures pour les élèves qui ont des aménagements pour que ces aménagements soient qu'on aménage. En fait, les élèves qui ont des besoins particuliers, qui ont des PAP, la procédure est souvent compliquée. Refaire la même procédure pour les examens. Donc, en fait, la simplification du PAP à l'examen. Alors, les ressources à construire, formaliser davantage la mutualisation des bonnes pratiques des enseignants avec des temps d'échange et des lieux d'échange, ce que nous avons déjà évoqué. Continuer la réflexion collective sur l'harmonisation des exigences et travailler ensemble sur les adaptations à mettre en place. Développer, par exemple, le priming, ça se fait plutôt, si vous voulez, quand un enfant se retrouve en classe et voilà, on aborde diverses notions sur lesquelles il va avoir énormément de difficultés à comprendre. En fait, l'enseignant, en amont, prépare le cours. Ce qui fait que l'élève, quand il va arriver, il va être en classe. Mais comme le cours aura été préparé au préalable, il aura davantage de facilité à comprendre le cours. Ensuite, la procédure. Ensuite, voilà, les mettre davantage de cours en barrette. Donc c'est un alignement, les barrettes pour les parents qui ne connaissent pas notre jargon. Ce qui permet par exemple de mettre, si vous voulez, un groupe d'élèves qui aurait des difficultés particulières, on va dire, je vais parler de l'anglais, en anglais, regrouper ces élèves-là pour qu'ils puissent, pendant un temps donné, récupérer et ensuite acquérir les compétences, et ensuite, une fois que ces compétences sont acquises, de les réintégrer dans le groupe d'origine. Mais attention, on s'est dit, pas n'importe quand, parce qu'il faut préparer, en amont. On ne le fait pas n'importe comment. Il faut que l'élève, en fait, que les programmes puissent, entre le groupe dans lequel il était et le groupe qu'il va réintégrer, qu'ils en soient au même niveau pédagogique. Et bien sûr, comme on a évoqué aussi précédemment, apprendre à travailler ensemble. Donc le partenariat qui peut être parfois source de conflits, on l'a évoqué hier matin, permet la communication entre les personnels de santé, l'éducation, les parents d'élèves, ce qui permet d'avoir un langage commun pour pallier aux difficultés. Construire un espace de négociation avec les spécialistes du lien. Donc, identifier des professeurs ressources connus et reconnus par leur formation et par leurs pairs, sur lesquels on pourrait s'appuyer pour que le PAP ne soit pas juste un catalogue de préconisations. En fait, le point de départ d'un travail sur des réponses pédagogiques à mettre en place. Et voilà. Voilà, donc dans le deuxième atelier de secondaire, nous allons retrouver beaucoup de choses qui ont déjà été exposées par Elisabeth Guibourriveau, par Jean-Christophe Maignan, parce que finalement, il y a beaucoup de questions qui nous touchent tous et qui sont exprimées autrement, mais qui sont quand même exprimées. Donc, par rapport aux freins qui ont été soulignés, il y a le manque de connaissances, de ressources sur les réponses à donner à des difficultés très concrètes et incontournables. Donc, un exemple, c'est le passage à l'écrit. Par exemple, en anglais, il y a un professeur qui dit « D'accord, à l'oral, ça se passe bien, on y arrive, mais il faut à un moment donné qu'on passe à l'écrit. » Et c'est là où ça bloque. Et on ne peut pas y contourner, il faudra qu'on y arrive à un moment donné. Donc, comment y arriver ?
Le besoin de répondre aux injonctions des examens, donc c'est aussi un lien avec ce qui a été dit avant, l'obligation de production d'écrits, la pédagogie des professeurs qui est très soumise aux attentes trop centrées sur la réussite aux examens, donc la liberté des choix pédagogiques est plus restreinte et conditionnée. Nous trouvons une adaptation des parcours, mais pas encore des attentes, des objectifs. Donc, il y a beaucoup d'avancées sur maintenant considérer les apprentissages des élèves sous forme de parcours, ce qui montre un respect pour le chemin de chacun. Mais tant que la ligne d'arrivée sera imposée au même endroit pour tout le monde, ça va être compliqué. Donc, il y avait un peu ça qui a été mis en avant. Ensuite aussi, donc, les attentes sociales et la place des différences dans la société, qui forcément va conditionner aussi ce qu'on attend de l'école. La conception des troubles des apprentissages comme des difficultés scolaires. Donc, tout mettre dans le même pack. Ce qui va... Oui, on ne voit pas... Pardon, je suis arrivée au bout. Voilà. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va mettre en place des réponses qui ne seront pas adaptées. Les effectifs trop nombreux, avec plusieurs élèves à besoins éducatifs particuliers dans une même classe. Le sentiment d'impuissance à ne pas faire évoluer ces élèves. Donc, on l'a retrouvé aussi, on l'a dit, le sentiment d'échec, de frustration. Les apprentissages et attentes familiales très centrés sur la performance scolaire, conception de la réussite scolaire dépendante des résultats. On pense encore beaucoup à la note chiffrée, à la moyenne, et on ne regarde pas parfois encore avec attention ce qui est les appréciations des professeurs, par exemple, les conseils à donner, l'évaluation par compétence, plus que de voir juste la note. Et ça, c'est beaucoup aussi, il y a des parents qui ont encore cet esprit de note chiffrée, et des professeurs aussi. Et les élèves surtout aussi, la façon dont les élèves vivent leur apprentissage, qui parfois passe par cette moyenne. Et enfin, une pathologisation, médicalisation de tout dysfonctionnement. Donc, c'est en relation avec ce qu'on a abordé avant, de mettre les troubles scolaires, les difficultés scolaires dans le même pack. Donc là, ce serait dans l'autre extrême. Donc, dès qu'il y a le moindre problème de comportement, par exemple, dans la classe, attribué déjà à un trouble de comportement ou un trouble d'apprentissage qui fait que, comme parfois, il y a beaucoup de problèmes de comportement dans la classe ou de problèmes d'apprentissage qui sont tout simplement dus à des questions de motivation, d'éducation, de repères ou de motivation, enfin, voilà, d'autres difficultés, mais qui ne relèvent pas forcément du médical. Les leviers. Alors, les aides matérielles, humaines qui sont déjà en place, donc on peut parler d'ordinateurs, d'AESH, des aménagements pédagogiques et des aménagements des examens. Donc, le droit d'avoir un ordinateur, un secrétaire. C'est des dispositifs qui sont déjà existants et parfois, ça suffit de les investir aussi davantage. Maintenir les objectifs et ajuster les moyens pédagogiques. Et adapter ensuite le format qui permet d'évaluer l'acquisition de ces objectifs. Donc, pensez vraiment par rapport à ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut de cet élève-là et comment on peut évaluer s'il a acquis ou pas. Donc, réfléchir en termes de compétences finalement. Ensuite, la préparation du cours en amont. On l'a retrouvé aussi dans l'atelier précédent. L'anticipation, la diversification. Quand on prépare un cours, on connaît déjà les élèves qu'on a et en fonction de ça, on peut voir donc s'il y a des aménagements qui sont communs aux 4 5 PAP qu'on peut peut-être avoir dans la classe. Non, en moyenne, chez nous, c'est peut-être plutôt 3, mais bon, ça peut devenir compliqué à gérer en même temps que le reste de la classe. Donc, dans cette préparation, on va déjà anticiper certaines difficultés et y apporter des réponses réfléchies au lieu d'être dans la réaction.
La formation, donc ça paraît évident, bien évidemment. Donc, quand on est formé, on se sent capable. Quand on n'est pas formé, c'est difficile d'y croire. Et la formation va contribuer aussi à avoir ce regard constructif qui nourrisse un peu le sentiment d'y croire, de voir que l'école inclusive est possible, est une réalité et pas un horizon qu'on ne va jamais atteindre. Et le travail en équipe, que je vais développer ensuite parce que c'est la première ressource à construire qu'on a mis, le travail collaboratif. Donc, à plusieurs niveaux, mais dans un premier temps, surtout appeler le regard de l'autre, échanger, consulter. On a dit que souvent, des enseignants, ils sont en difficulté, ils n'osent pas le dire parce qu'ils se sentent en échec. Donc, c'est difficile de dire, là, je n'y arrive pas, je me sens nul. Mais il ne faut pas hésiter à appeler l'aide chez les collègues, dans un premier temps, puis ensuite avoir aussi une expertise de professionnels qui sont plus spécialisés. Échanger, consulter, donc c'est important d'oser le faire. Ensuite, développer des compétences chez les enseignants qui permettent de mettre en place des stratégies spécifiques adaptées pour des problèmes concrets. Et encore une fois, l'éclairage par des professionnels. Nous ne sommes pas seuls face à une classe. Si nous y sommes quand on est dans l'action, mais cette classe, elle est préparée en amont. Et c'est là où on va insister. Et on n'est pas tout seul. Donc, il faut mieux comprendre, par exemple, les mécanismes qui rendent difficile l'accès aux apprentissages. Et cela va nous permettre d'adapter aussi les cours. Développer la confiance en l'expertise pédagogique. Donc, les professeurs, ils ont déjà des connaissances et des savoir-faire à mobiliser. Et ils ont leur mot à dire, par exemple, quand on parle des PAP et des aménagements pédagogiques, ils ont tout à fait leur place pour pouvoir exprimer ce qu'ils constatent aussi. Apprendre à développer les capacités des enfants à partir de ce qu'ils sont et pas des attentes sociales ou scolaires qui sont parfois difficiles à concilier. Les stratégies de l'élève pour utiliser le tiers-temps ou exploiter plus généralement toutes les aides qu'il y a à disposition de l'élève. Donc, il faut qu'il s'entraîne en amont pour pouvoir l'investir et l'employer à bon escient le moment venu. Si on accorde un tiers-temps lors d'un examen, mais qu'on ne s'entraîne pas en amont, on ne va pas savoir l'utiliser, donc il ne sera pas très utile. Généraliser et professionnaliser la figure de l'enseignant référent, d'un côté, et des personnes ressources dans les établissements scolaires. Donc, encore une fois, on retrouve le besoin d'avoir quelqu'un à qui s'adresser, une personne qui soit connue, reconnue et sollicitée. Voilà, donc c'est tout pour le deuxième atelier de secondaire. Merci Noria. Pendant qu'on était en train de travailler ce matin ici dans la salle, Renaud Lebert, Marie Galland et Émilie Schumberger ont fait un atelier avec quelques adolescents qui ont témoigné des enfants sous protocole et qui ont donné leur point de vue. Donc, le dernier rapport qu'on fait. Bonjour à tous. Oui, on a voulu laisser la parole un peu aux adolescents parce qu'ils sont bien placés pour parler de leur vécu, je pense. Donc, on a essayé de les guider sous 3 catégories. Donc, ce qui se passe pour eux en classe, en vie scolaire et dans leur famille. Donc, déjà, on les remercie d'être venus parce que c'est pas c'est pas facile parfois pour eux. Et grâce à eux, on a réussi vraiment à recueillir énormément de données pour pouvoir avancer et je pense améliorer certaines choses dans leur accompagnement au sein du lycée. Donc bonjour à tous. Donc là, moi je vais m'occuper, vous parler en particulier de la pédagogie en classe. Alors c'est toujours le point de vue des élèves, il faut être très prudent. Donc l'idée, c'était pas de dire le bon, le mauvais, c'est plutôt les points positifs, les points forts, voir après un peu les faiblesses. Alors parmi les points forts,
Donc les élèves ont demandé des explications, des cartes mentales. Ils apprécient beaucoup les autodictées. J'ai appris ce que c'était qu'une autodictée. C'était d'apprendre un texte par cœur et après de le réécrire, de mémoire. Aussi, ils ont le besoin de photocopies comme support. L'idée aussi de travailler à partir d'études de cas. Ils valorisent aussi beaucoup des pratiques telles que le débat en classe, travailler en atelier, travailler en groupe. Alors après, les points un petit peu délicats, particuliers, bon, c'est toujours le principe de la double tâche. Par exemple, dictée, explication, un cours dicté, en plus avec des explications du prof, ça les déstabilise un petit peu. Les récitations aussi devant la classe. Réciter un texte devant la classe, là aussi c'est le principe de la double tâche. Il faut à la fois réciter de mémoire et en plus aussi il y a le savoir-être qu'on leur a pas forcément appris, comment réciter un texte devant une classe. Donc ça les déstabilise. Et aussi l'absence de cadre, donc ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir un cours structuré avec des objectifs à atteindre. Après, bon, il y a la place dans la classe proprement dite. Alors, c'est pas forcément qu'ils soient devant, comme tout le monde, on l'a dit. Ils valorisent l'intégration dans la classe, le respect. C'est revenu souvent, le terme respect. L'aide aussi des pairs, de leurs camarades. Aussi, parfois, ils veulent aussi de rester tranquilles. Ils n'aiment pas non plus d'être surprotégés. C'est un petit peu ce qu'on recueille. Ils ne veulent pas avoir forcément tout le temps avoir un traitement différent, être tout le temps devant. Parfois, ils préféraient être un petit peu en retrait. Et aussi les commentaires des autres. Les commentaires des autres peuvent être délicats. Je te laisse pour les aménagements. Voilà. Je fais les aménagements. Bon, voilà. Concernant les aménagements, donc on a essayé de leur demander leur vécu. Est-ce que c'était une aide? Est-ce qu'ils avaient l'impression que c'était parfois un poids? Est-ce qu'ils étaient mis en place? Donc ce qui est beaucoup revenu finalement, c'est que les aménagements les aident, mais que c'était très hétérogène. Donc en fonction des professeurs, ils étaient appliqués ou non. Et donc ça, voilà, c'est beaucoup revenu. Donc que les aménagements qui leur sont préconisés soient aménagés partout et par tous les enseignants pour essayer de les accompagner de la façon la plus adaptée. Donc pas toujours respecté et la mise en place hétérogène. Et pour ce qui est de ce qui fonctionne, c'est l'attention personnalisée. Donc ils ont relevé que quand un enseignant était sensible et accompagné de façon personnalisée leurs difficultés, il y avait vraiment eu des réponses beaucoup plus efficaces et plus aptes à répondre aux questions ou à ce qu'on leur demande au niveau du programme. Donc on va ensuite parler plutôt de la vie scolaire, donc vraiment de leur vécu en tant qu'élèves par rapport aux autres, leur rapport aux autres. Donc ce qui a été relevé, c'est qu'ils se sentent soutenus évidemment par leurs amis, ils ressentent le respect quand ils sont soutenus et dans leurs relations amicales. Mais ce qui est beaucoup ressorti, évidemment, c'est le rejet, le manque de compréhension de leurs troubles, et donc qui dit pas de compréhension dit évidemment vous êtes différents, donc on est souvent mis à l'écart. Donc on arrive ensuite sur la sensibilisation, parce qu'il faudrait quand même changer ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait bien. Donc ils ont expliqué que la sensibilisation n'était pas assez mise en avant, surtout au niveau des élèves. Donc oui, dans un premier temps, ils auraient voulu que les professeurs soient plus sensibilisés à leurs troubles et sensibilisent davantage les élèves, mais surtout, finalement, qu'il y ait une réelle prise de conscience des autres élèves. Parce que nous, on pensait qu'ils avaient besoin peut-être plus de soutien de la part des adultes, mais finalement, leur retour était plus de dire qu'il faut qu'on arrive à faire prendre conscience aux autres élèves, parce que finalement, les adultes ne voient rien de ce qui se passe. Voilà, donc par rapport aux exemples d'harcèlement. Donc ces élèves n'avaient pas forcément vécu ça, mais avaient été au quotidien témoins d'harcèlement. Et donc ils ont essayé de nous donner, en nous expliquant que finalement on ne sait plus à quel moment est l'harcèlement, à cause d'une seule chose, c'est que ça devient une normalité. Donc finalement, ce que beaucoup d'enfants avec des troubles d'apprentissage vivent deviennent finalement quelque chose de normal. Et à ce niveau-là, on ne sait plus la limite et la barrière, à quel moment on doit aller voir l'adulte, à quel moment on doit se défendre, à quel moment et comment.
Donc, ils ont proposé des pistes, donc ce qu'on a trouvé intéressant. Ils pensent qu'il faut beaucoup plus, donc déjà qui était très intéressant, qui est déjà mis en place par le lycée français, c'est tout ce qui est débat sur le harcèlement. Je sais que c'est mis en place en 6e, par exemple, tout ce qui est réunion, donc ça, ils pensent que c'est vraiment nécessaire, mais qu'il faut plus de témoignages de personnes concernées. Donc les personnes qui ont vécu, peut-être qui auront plus de recul, pas les enfants voilà, qui sont en plein dedans, mais plutôt ceux qui ont pris du recul pour qu'ils puissent entendre vraiment leur vécu, ce qui se passe pour eux, pour qu'ils se sentent soutenus. Passer pourquoi pas par des jeux de rôle, par le théâtre, par des mises en pratique pour qu'il y ait une réelle prise de conscience d'un acte envers un autre enfant. Donc ça c'est leur proposition. Et le parrainage. Beaucoup de témoignages ont mis en avant qu'avoir un élève référent, peut-être parfois plus âgé, apportait du soutien. Donc était une béquille et à imposer le respect aux autres élèves au lieu d'être mis à l'écart. Donc et c'est tout pour ma partie. Alors voilà, moi je vais évoquer ce qui a été dit ce matin autour de la famille, ce qu'on a demandé à ces jeunes qui avaient beaucoup de choses à dire. Ce qu'ils ressentaient de la part de leur famille. Alors les post-it qui sont ici jaunes, en fait pour nous c'était des post-it verts, c'était ce qui va bien. Et puis ceux qui sont oranges, c'était ceux qui n'allaient pas. Donc la famille, il y a eu une espèce de déferlement de post-it jaunes. Donc ce qui est clair, c'est que certaines choses sont, enfin, ils se sentent très appuyés par les parents. C'est la personne qui encourage, qui croit en moi, qui fait l'effort de chercher les rééducateurs, l'orthophoniste. Mais est-ce que le rééducateur, c'est pas en trop? Non, c'est pas du tout en trop. Est-ce que ça surcharge pas? Non, pas du tout. Ça aide beaucoup. Merci beaucoup. C'est très encourageant d'être connu et que la famille soit là pour ça. Ensuite, là, il y a une chose que j'arrive pas bien à lire et c'est... voilà, j'ai perdu mon support. Voilà. Alors ensuite, du côté des difficultés, des choses un peu difficiles avec les parents, ça peut être le fait d'être quelquefois informé sur tout, d'être informé sur ce que c'est que vraiment le trouble. Donc il y a toujours un moment d'ajustement au début, et puis ensuite voilà, et le problème de la coordination entre les parents et les enseignants. Quelquefois, l'enfant peut se sentir pris entre le parent qui dit il faut faire comme ça et l'enseignant qui dit il faut faire comme ça. On a l'impression que, moi j'ai eu l'impression au cours de cet atelier que autant on a demandé un enseignement personnalisé, on parlera des devoirs tout à l'heure, personnalisé, mais aussi qu'il puisse y avoir vraiment un dialogue, donc une écoute sur ce qui fonctionne, pour que l'enfant ne se sente pas pris quelquefois entre ce qu'attendent les uns et les autres. Un point sur la fratrie qui quelquefois compare, qui peut ne pas comprendre. Ensuite, pour les devoirs, on a demandé donc comment est-ce que les devoirs peuvent se faire. Alors, c'est étonnant de voir que on entend dire que les devoirs, ça aide, ça peut aider à réviser. Donc, peut-être que quelquefois, quelques enseignants qui ne donnent pas de devoirs pourraient donner des devoirs facultatifs. Que c'est bien d'avoir un enseignant, d'avoir un parent qui peut aider, bien sûr, surtout quand il aide à développer des méthodes pour l'autonomie. Il faut que les devoirs soient courts, mais aussi il faudrait que les parents n'imposent pas leur méthode. On a l'impression que il devrait se dégager. On va vers l'idéal, mais un espèce de dialogue sur la façon de faire les devoirs, ce qui aide et ce qui n'aide pas.
dans lequel il n'y a pas quelqu'un qui sait, qui est le parent, mais il y a quelqu'un qui peut proposer plusieurs choses, et puis s'il y en a une qui fonctionne bien, alors que ce soit cette manière-là qui soit adoptée pour aider. Quelquefois l'aide d'une tierce personne, quelquefois l'aide aux devoirs à l'intérieur du lycée, une aide aux devoirs assez libre, mais aussi encadrée, parce que une des choses dont on avait besoin, c'était du cadre. Hein, le cadre n'est pas vécu toujours comme quelque chose d'oppressant, mais plutôt source de direction et donc une vraie guide. Voilà, être sûr que les devoirs sont des devoirs efficaces. Hein, dans les problèmes, est-ce que le devoir est vraiment utile? J'ai entendu que on veut y arriver, on veut progresser, on veut étudier, donc, mais voilà, que ce soit, qu'on soit sûr que ce soit utile. Voilà, ça se comprend. Hein. Donc, pour moi, cet atelier, c'était incroyable de quantité d'idées et d'envie de participer. Vous disiez tout à l'heure voir le verre à moitié plein, aider à remplir le verre, mais là il y a une personne qui a envie d'aider à remplir le verre, c'est vraiment l'enfant avec des besoins particuliers. Donc, il n'a pas du tout envie de faire ça tout seul, parce qu'il est conscient qu'il ne sait pas, mais il peut guider beaucoup, il a beaucoup d'idées à donner, et à mon avis, le fait d'avoir cette réflexion à plusieurs est utile. Et pour la petite pointe d'humour, on leur a demandé pour eux quelle était l'école idéale. Donc plusieurs points sont sortis, qui ne sont pas là, je vais vous les dire. Ils désiraient des profs tous très sensibles et juste impartials en fonction des situations. Ils aimeraient évidemment plus d'oral, beaucoup plus de pratique. Ils aimeraient moins d'heures de classe. Bon, on est d'accord que c'est pas vraiment possible. Mais moins de devoirs aussi. Mais certains ont quand même mis en avant que sans aucun devoir, ils pouvaient être perdus. Donc c'était tous les débats des conférences qu'on a eues hier. Donc finalement, quel est le juste milieu? Pour eux, c'était des devoirs facultatifs, donc optionnels en fonction de l'enfant qui en a besoin ou non. Et puis là, on part dans des écoles comme Harry Potter. Je vous laisse méditer. Merci à tous. C'est fini, hein. On va passer à la conclusion avec Dominique Dutel, Martha Climent, la présidente de l'association parents d'élèves du lycée français de Barcelone, et Miaela. Écoutez, je vais commencer moi par conclure un petit peu. Et écoutez, moi, il faut absolument que je remercie une liste d'entités, de personnes, d'associations. Et je vais commencer par là, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Il y a d'autres choses plus importantes, mais je vais commencer par là pour que personne ne soit fâché. Et je voulais remercier nos partenaires économiques et en communication, c'est donc l'AEFE, l'AMLF, notre cher lycée français de Barcelone, l'AFAP et le consulat, et l'UPE de Bruxelles, et l'association de parents d'élèves de Madrid, et même notre assurance AXA. Et ça, c'est ce que je devrais remercier officiellement, et effectivement, c'est ce que je suis en train de faire, parce que c'est incontournable. Mais en fait, bon, évidemment, il y a les intervenants, et il y a les profs qui ont bien voulu participer avec nous, et il y a le médecin scolaire, et il y a le psy scolaire, il y a tout ça. Mais derrière de tout ça, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que, il est vrai, on a beaucoup travaillé tous ensemble pour arriver là, et j'avais certains doutes qui se sont dissipés, et ces doutes ont muté en émotion. Parce que moi, je suis émue
je ne vais pas pleurer, hein, ne vous en faites pas, mais je suis émue de là où on est arrivés tous ensemble. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que ce qu'on est arrivé ici à ce colloque, c'est un vrai travail en équipe. En fait, je pense que ce qui est important de tout ça, c'est bien évidemment les enfants pour lesquels nous faisons ce colloque-là, mais ce qu'il y a derrière de tout ça, c'est un engagement bénévole. Et ça, je pense que c'est ce qui est remarquable. Un engagement bénévole de nous tous, pas seulement des APE, aussi de l'administration, aussi des profs, de tous ceux qui participent dans la vie du système scolaire. Nous sommes un système qui a fonctionné systémiquement, pour une fois, bon, fonctionne aussi d'autres fois systémiquement, mais pour une fois qui a vraiment fonctionné systémiquement pour un projet de bienveillance envers notre propre communauté. Non seulement pour les enfants qui ont cette problématique-là ou ces différences, sinon qui vraiment finit par répercuter dans nous tous. Je pense que c'est l'essentiel, c'est de continuer à travailler comme ça, comme nous faisons ici depuis déjà des années au lycée français de Barcelone. Je pense que c'est très important pour nous, ce travail en équipe, ce partenariat, et avec l'administration et aussi avec les professeurs. Et je pense que c'est l'essentiel pour continuer d'avancer dans le domaine, bien évidemment, des enfants à besoins particuliers, mais dans d'autres domaines aussi. Le vrai travail en équipe, l'empathie des uns envers les autres et le bénévolat. Disons, je pense que c'est une partie essentielle de mettre notre temps, nous tous, parce que ce sont beaucoup d'heures, mettre notre temps pour la communauté. Je pense que c'est quelque chose qui se fait, mais qui n'est pas peut-être tellement répandu à niveau social. Et je pense qu'il faut insister sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on fait nous tous là, un dimanche matin? Non, c'est samedi. C'est samedi. Mais qu'est-ce qu'on fait nous tous ici samedi matin? Mais il doit y avoir dans nous tous une vocation d'aide sociale qui est très importante pour avancer. C'est une responsabilité morale que nous avons, je pense, à laquelle nous avons accès et que nous sommes en train d'accomplir maintenant aujourd'hui et que nous avons accompli aussi hier et dans des multiples heures de travail commun. Donc, ça y est, je pense que c'est bien comme ça. Je vous remercie encore à tous. J'espère que ça se reproduira, qu'on va persévérer dans cette collaboration. Et je vous passe Dominique qui va introduire à la fois Miaela et pour conclure un petit peu plus. Allez, merci. Ouais, merci Martha, parce que c'est vrai que c'est une façon de fonctionner qui seule permet ça. Au départ, tout le monde se disait « Qu'est-ce que ça va être ce truc ?» Il faut quand même se dire ça. Il faut se dire qu'au départ, tout le monde était inquiet. On se demandait comment ça allait fonctionner, etc. Et là-dessus, il y a une personne qui a fait que ça existe aujourd'hui. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça n'existerait pas si Sabine n'avait pas lancé tout ça. Il faut le dire. Il ne faut pas se raconter de trucs. Alors, il y a une équipe, elle a mobilisé. Mais franchement, le départ de toute cette affaire, c'est Sabine, il faut le dire. Bravo à elle. Je crois qu'il faut... On va se lever et lui dire merci. C'était pas prévu, mais il faut le faire. Merci, madame. Ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir quoi? C'est de voir des gens qui viennent de partout, un peu au hasard. Ça s'est fait par une connexion d'amitié, de groupe entre des APE, des profs qui se connaissaient. Il n'y a pas vraiment derrière une stratégie mondiale organisée qui fait venir à la fois Sydney, Zurich, etc. C'est des gens qui ont envie de se lancer dans cette réflexion et qui sont là aujourd'hui. Ce premier pas, il s'est fait avec une certaine porosité, il s'est fait sans organisation réfléchie, mais c'est là, maintenant et aujourd'hui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est formidable, parce que ça ne va pas rester en l'état. Et le fait qu'on ait à peu près
ce samedi matin, la moitié de professionnels de l'éducation et la moitié de parents ensemble assis maintenant, ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que personne ne les a obligés à venir. C'est parce qu'ils ont envie de se mobiliser sur ce thème-là que nous sommes là ensemble aujourd'hui. Et ça, c'est quand même le premier pas pour l'école inclusive, c'est que des gens soient mobilisés ensemble dans ces communautés pour que ça puisse continuer. Il y a même des élèves, des anciens élèves, il y a tout. Il y a une communauté mobilisée d'un petit peu partout qui a envie de travailler sur ce thème-là. Et ça, c'est la garantie que ça ira plus loin. Il y a une écoute, on est avec notre consul qui est là parmi nous, tranquillement à discuter avec nous. On a des conseillers consulaires qui sont là. On a une communauté qui a envie d'avancer parce qu'elle sait que c'est essentiel pour l'avenir de notre école. Qu'est-ce qui manque un petit peu ? C'est que, si vous voulez, on a Sydney et Singapour, mais on n'a pas des gens d'ici, et au fond, la Catalogne, ce n'est pas les derniers à avoir réfléchi sur l'école inclusive, et ça, faudra qu'on le retravaille, on a une implantation historique à Barcelone, il faut qu'on soit davantage lié à ce qui s'y passe. Ça, c'est un élément qui peut nous apporter aux uns et aux autres, mais ce sera retravaillé. Et pendant toutes ces 2 journées, plein de gens m'ont dit il faut que les intervenants reviennent, qu'ils reviennent pour nous, parce qu'on passe du temps vraiment. Il y a une frustration au niveau de la rapidité dont se passent les choses. Dans des tables rondes, on se dit, tiens, quand même, cet intervenant, on aimerait qu'il revienne. Je crois qu'il y a maintenant un élément de formation continue dont on a besoin les uns et les autres, et les parents et les professionnels, c'est de vous demander à beaucoup d'entre vous, et je crois que c'est déjà fait pour certains, de revenir nous voir de façon à ce qu'on puisse travailler sur la durée, que ces idées-là ne soient pas simplement des moments ou magiques ou compliqués, parce qu'il n'y a pas que des moments magiques, il y a eu plein de moments aussi où des gens sont sortis, ils m'ont dit « mais c'est pas possible, on ne s'écoute pas, il y en a marre de ces interventions inutiles », et d'autres moments où ils revenaient en me disant « c'est formidable ». Donc, tout ça, il faut que ça continue. Pour que ça continue, le premier élément, je crois, c'est de revoir les personnes qui ont eu la gentillesse d'intervenir dans ce colloque et qu'on puisse, avec eux, continuer ce dialogue-là pour que concrètement on avance les choses et qu'on l'avance, nous, avec non seulement notre école, mais les autres écoles françaises de Barcelone et autour de Barcelone. Il y a cette dimension pôle aussi qu'on n'a pas... Parce que ça s'est fait, c'est la première fois, ça s'est fait de façon chaotique, bien sûr, parce que c'est la première fois, parce que c'est des volontés qui se sont rencontrées. Maintenant, il faut normaliser les choses. De la même façon, je crois qu'il faut qu'on ait des personnes ressources dans l'école qui puissent relayer auprès des autres collègues. Parce qu'on est quand même une grosse boutique, nous, il y a plein de grosses boutiques qui sont représentées ici, et je crois qu'on ne peut pas simplement se dire que ça va marcher tout seul avec nos 9 sixièmes, nos 9 machins. Il faut que là-dedans, et je crois que c'était un des objectifs aussi de ce colloque, c'est que naissent des bonnes volontés dans les professionnels, au-delà, pas seulement les profs, mais les profs surtout, qui puissent relayer auprès de leurs collègues à la fois les difficultés, mais aussi les petits éléments de solutions quotidiennes qu'on a pu trouver et qu'ils peuvent trouver. Parce qu'à chaque fois, je vois aussi quand les gens me discutent des différentes tables rondes, ils disent « Ah, là, j'ai trouvé à Zurich une idée qu'on pourrait appliquer, etc. » Il faut qu'on mette en place ces relais. Et c'est maintenant l'étape suivante. Les volontés, ils y sont. Au fond, les ressources humaines, on est en train de les construire. Il faut que ces ressources humaines elles-mêmes, ces gens-là, puissent se former à un autre niveau. Mais j'ai l'impression que ce chemin, il est en train de pouvoir se faire. Et on a la chance, au fond, d'avoir aussi des éléments financiers qui nous le permettent. Ce n'est pas des millions, c'est tout à fait possible d'envoyer en formation des collègues à partir des intervenants qu'on a eus. C'est tout à fait possible de leur donner un temps de service dans lequel ils puissent faire passer auprès de leurs collègues ces aménagements du quotidien. Donc on est quand même, je crois, enfin c'est maintenant l'enjeu, c'est pas simplement d'avoir passé 2 journées dans lesquelles on voit vraiment qu'on partage des choses, mais c'est de continuer, et ça je crois que ce sera l'élément essentiel sur lequel on jugera au long terme de la force de ce colloque. C'est est-ce que ça a donné quelque chose ?
Et je crois que oui. Et non seulement parce qu'on mettra en face ces personnes ressources, non seulement parce qu'on mettra en place ces formations, mais parce que vont rester liés les gens qui étaient ensemble à ce colloque. Et ça, j'en suis persuadé. Je vois bien les interactions qu'il y a eu hier soir, dans tous les moments informels, et je sais que maintenant, ce fonctionnement quotidien, eh bien, il va se retrouver à travers les participants. Et ça veut dire que ce colloque-là, c'est le premier colloque de ce type-là, mais ça ne doit pas être le dernier. Vous voyez, et nous... Mirella, voilà, hein. C'est un peu cousu de fil blanc, mais c'est quand même vachement important. Et nous avons eu la joie, et non pas eu la surprise, parce que ça s'est fait quand même un petit peu, en liaison évidemment avec la proviseure de Bruxelles, d'apprendre eh bien, que le fil allait continuer et que l'année prochaine, eh bien, nous nous retrouverions à Bruxelles pour continuer ce long combat qui est celui de la mise en place d'une véritable école inclusive. Je vois l'envie que ça ne se termine pas. Mais il y a toujours le dernier, qui doit éteindre la lumière. Et je vais éteindre la lumière pour vous lancer l'invitation. Et pour rester dans les symboles qu'on a pu, disons, véhiculer pendant les 2 jours. Ce micro, c'est une flamme, comme pour les Jeux olympiques. Et voilà, une image. Et on sait que les Jeux olympiques se terminent avec le podium pour le marathon. On est tous des marathoniens. Donc, et pour rester dans l'actualité, prenons nos gilets. Attention. Je sais qu'en Belgique, vous faites aussi. Mais, prenons les gilets pendant 2 ans. Donc, pour vous lancer cette invitation et ce challenge qu'on se donne tous, prenons pendant 2 ans, tous, ensemble. Et bien évidemment, pendant 2 ans, on va dénicher d'autres gilets. Prenons les gilets bleus, parce qu'en communication, le bleu est la couleur la plus aimée. Et c'est la couleur parce qu'il faut avoir la communication de qu'est-ce qu'on a fait et où on veut arriver. Et changeons de temps en temps avec le gilet vert, parce que le gilet vert est porteur d'espoir. Pour que d'ici 2 ans, à Bruxelles, on peut aussi mettre les gilets violets, parce que la nature a fait que le bleu avec le vert, ça donne violet. Et en communication, le violet appartient à la sérénité. Donc c'est une invitation de ne pas s'oublier. Faisons comme pour l'atelier là tantôt. Il y a un avant qui a été signalé, il y a le présent, mais il y a l'avenir. Et surtout, essayons pendant 2 ans et ensuite de prendre de chacun les différences. Parce que dans ma toute courte intervention, je n'ai pas utilisé enfant à besoins éducatifs particuliers. J'ai dit enfant différent. Parce que j'avais en tête mon intervention de maintenant pour dire que justement, c'est les différences du réseau de l'AEFE partout dans le monde et la diversité qui font notre force. Et parce qu'on sera en Belgique, la devise de la Belgique, c'est « l'union fait la force ». Nous vous attendons les bras ouverts à Bruxelles en 2020. Merci. Voilà, ben, l'invitation est lancée, donc à l'année prochaine à Bruxelles. Là, dans 2 ans alors. C'est au printemps 2020, c'est pas dans 2 ans ça. Voilà. 1 an et demi. Juste pour vous dire qu'entre-temps, si vous voulez entrer en contact avec nous, c'est très simple, c'est upe@lycéefrançais.be. Et je ne voulais pas terminer par le fait aussi qu'à Bruxelles, la barre est haute, pour dire, voilà, la barre est haute, et à Bruxelles, on va essayer de la remonter. Mais pendant les 2 ans, on peut lever des barrières, quelque part. Merci.